J'ai trouvé le journal intime où mon mari décrivait le jour exact où il avait décidé de me quitter. J'ai lu la date en haut de la page. Et ce jour-là, nous étions en train de rire en choisissant la couleur de la peinture pour notre nouvelle chambre. Le mode a basculé dans un silence si brutal que j'ai cru que mes tympans allaient éclater, tandis que les mots tracés de sa main me transperçaient comme des lames de verre. Avant que je ne vous raconte la suite de cet effondrement, si vous ressentez ce besoin viscéral de vérité, ce besoin de comprendre les fissures invisibles derrière les sourires de façade, prenez un instant pour vous abonner et partager ce récit. Votre soutien, vos commentaires, votre présence ici sont le seul miroir dans lequel je peux enfin me regarder sans trembler. Nous sommes ensemble dans cette traversée, alors restez avec moi. Nous vivions dans cet appartement du 17e arrondissement, celui avec les moulures au plafond et cette grande baie vitrée qui laissait entrer une lumière dorée chaque fin d'après-midi. Marc et moi, c'était une évidence, une trajectoire rectiligne que rien ne semblait pouvoir dévier. 10 ans de vie commune, un quotidien réglé comme une horloge suisse, des soirées passées à débattre sur des films d'auteur ou à refaire le mode autour d'une bouteille de Bourgogne. Il était mon socle, mon ancrage dans ce Paris parfois trop bruyant, trop indifférent. Je travaillais dans l'architecture d'intérieur, un métier qui exige de la patience et le souci du détail, des qualités qui m'ont sans doute poussé, par une sorte d'ironie cruelle, à remarquer ce qui aurait dû rester visible pour une femme moins observatrice. Tout semblait parfait, trop parfait peut-être avec le recul. Notre routine était un cocon confortable dont je n'avais jamais cherché à percer les parois. Il rentrait, nous mangions, il racontait ses journées au cabinet, je lui parlais de mes chantiers. Rien ne laissait présager que, sous la surface polie de nos échanges, un processus de décomposition était en cours. Marc était le genre d'homme qui dégageait une assurance tranquille, une chaleur qui, je le croyais, n'était destinée qu'à moi. Il y avait ses petites habitudes, cette façon qu'il avait de poser sa main sur mon épaule quand nous traversions la rue, ou ce café qu'il me préparait chaque matin, le premier geste de sa journée. C'était une vie tissée de gestes répétitifs, de tendresse discrète, et je m'y sentais en sécurité, comme dans une armure sur mesure. Les premiers signes n'ont pas été des explosions mais des murmures, des anomalies presque imperceptibles. Il y avait ce léger décalage dans son regard, une sorte de brume qui s'installait quand il décrochait son téléphone, cette manière qu'il avait de s'éclipser dans une autre pièce pour un appel professionnel qui durait soudainement trop longtemps. Au début, je ne m'en suis pas soucié. Je lui faisais confiance avec une intensité qui frisait l'aveuglement. Je me disais qu'il était fatigué par ses projets, que le cabinet traversait une période stressante, que j'étais moi-même trop absorbée par mes propres responsabilités pour être une compagne aussi présente qu'il le méritait. Je m'excusais pour lui auprès de moi-même. Je rationalisais le moindre silence, le moindre soupir un peu trop long. Je me souviens d'une soirée en octobre dernier. La pluie battait contre les vitres du salon. Il était assis sur le canapé, un livre à la main, mais ses yeux ne bougeaient pas. Il fixait le vide. Je me suis approchée, j'ai posé ma main sur ses cheveux, espérant ramener son esprit vers nous, vers ce moment. Il a tressailli. Un réflexe de rejet aussi bref qu'une étincelle, mais dont la cicatrice est restée gravée en moi. Il a souri juste après, un sourire plaqué, sans la lumière habituelle. Il m'a dit qu'il avait juste besoin de réfléchir, de déconnecter. Je l'ai cru, mon Dieu, comme je l'ai cru. J'ai même insisté pour lui préparer une tisane, je l'ai choyé comme si son absence d'esprit était une maladie dont je devais le guérir. C'est là que j'ai commencé à douter de mon propre esthète. Je me sentais devenir paranoïaque, j'avais l'impression de traquer des spectres. J'ai commencé à noter des détails insignifiants, par pur besoin de me rassurer, les heures de rentrée, la fréquence de ses messages, le ton de sa voix quand il me disait qu'il m'aimait. Est-ce que c'était différent? Est-ce que le timbre de sa voix avait changé? Parfois, j'avais l'impression que le mot « je t'aime » devenait une scansion, une obligation à laquelle il se pliait pour maintenir l'illusion de la normalité. J'ai essayé de raviver les choses, de proposer des escapades, des dîners en amoureux, tout ce que les livres de psychologie conseillent pour redynamiser un couple. Il acceptait tout, toujours avec cette politesse froide, cette bienveillance distante qui me glaquait le sang. Il ne s'agissait pas de dispute. Nous ne nous battions plus. Nous étions deux étrangers vivant sous le même toit, partageant des espaces communs mais des modes intérieurs devenus étanches. Je me réveillais parfois au milieu de la nuit, le cœur battant pour le regarder dormir. Il était là à côté de moi, et pourtant il était déjà ailleurs. Je sentais qu'il s'éloignait, centimètre par centimètre, comme un rivage qu'on perd de vue à mesure que le bateau s'éloigne vers le large. Il était physiquement présent, son odeur, ce mélange de bois de cèdre et de papier ancien qui me rassurait tant autrefois, flottait dans la chambre, mais son esprit, son âme, tout ce qui faisait de lui Marc, semblait avoir pris la fuite. Un mardi soir, alors qu'il était parti pour une réunion tardive, j'ai eu une envie irrépressible de rangement.
Je ne sais pas si c'était l'esté de survie ou le besoin maladif de contrôler mon environnement. J'ai commencé par ce bureau, cette pièce où il passait tant de temps, un sanctuaire où je ne pénétrais jamais sans y être évité. C'était propre, ordonné à son image. J'ai voulu nettoyer l'étagère derrière le fauteuil en cuir, là où il rangeait ses dossiers confidentiels. En déplaçant une pile de vieux almanachs, j'ai senti une irrégularité sous le tapis, une trappe dissimulée, un tiroir secret dont j'ignorais jusqu'à l'existence. Mes doigts tremblaient au moment de tirer. Ce n'était pas de la curiosité, c'était une peur sourde, une certitude que ce que j'allais trouver ne m'appartiendrait pas, que cela briserait notre pacte de confiance. J'ai ouvert ce tiroir avec une lenteur calculée. Il y avait là ce carnet, recouvert de cuir noir, avec une marque de pliure sur la couverture qui témoignait de nombreuses manipulations. Je l'ai pris entre mes mains, et le poids du livre semblait anormal, comme s'il contenait la pesanteur de tout ce que nous avions perdu. Je n'ai pas hésité. J'ai ouvert la première page, cherchant des réponses à mon vide intérieur, espérant peut-être trouver des notes de travail, des réflexions sur ses projets, n'importe quoi qui justifierait mon intrusion. Mais la première phrase a suffi à me couper le souffle. Ce n'était pas un journal de travail, c'était une chronique froide et clinique de notre déshabillage émotionnel. Il écrivait sur nous, sur moi, avec une précision qui m'a glacée. Chaque page était une autopsie de notre amour. Il décrivait nos dîners non pas comme des moments de partage, mais comme des exercices de patience. Il disséquait mon rire, mon regard, ma tendresse, les qualifiant d'étouffants, de prévisibles. Et puis je suis tombée sur cette date, le 14 mai. C'était le jour où nous avions passé l'après-midi au magasin de décoration, à choisir ce bleu profond pour les murs de notre chambre. Je me souviens de sa main sur ma taille, de son rire quand je suggérais une couleur trop audacieuse, de cette impression de plénitude, de cette certitude que nous étions invulnérables. Et là, dans son carnet, il écrivait « C'est aujourd'hui. Je ne peux plus continuer à faire semblant. Elle est heureuse, elle pense que nous construisons un futur, et pendant qu'elle choisit la couleur de ses rideaux, je suis déjà en train de préparer mon départ mental. Chaque mot qu'elle prononce me pèse comme une chaîne. J'ai relu la phrase 10 fois, 20 fois, mes larmes coulaient, mais je ne les sentais pas. J'étais en état de choc, mon esprit refusant de connecter l'homme qui m'avait souri ce matin-là avec celui qui avait écrit ces lignes. Comment pouvait-il être si monstrueusement efficace dans sa dissimulation? Comment avait-il pu me regarder dans les yeux pendant des mois, me caresser, me dire qu'il m'aimait, alors qu'il notait méthodiquement les raisons de son désamour dans un petit carnet caché sous le tapis? Je n'ai pas pu m'arrêter là. J'ai tourné les pages, cherchant à comprendre le pourquoi. Les entrées suivantes étaient encore plus dévastatrices. Il parlait de la lassitude, de l'ennui, de la sensation d'être emprisonné dans une vie qui ne lui ressemblait plus. Il ne m'accusait pas de faute grave, pas d'infidélité ou de trahison. Il m'accusait d'exister, d'être tout simplement celle qu'il avait choisie et qui, selon ses écrits, ne suffisait plus à combler son besoin de nouveauté. C'était pire que la colère. C'était une indifférence totale, une déconstruction méthodique de notre histoire. Il décrivait ses journées sans moi, le plaisir qu'il prenait à être seul, à imaginer une vie où je n'existais pas. Chaque page était une claque. Il notait mes habitudes, mes petites manies, cette façon que j'ai de lire les dernières pages de livre avant de le commencer, mon obsession pour l'ordre sur la table du petit déjeuner, et il les tournait en dérision. Il les présentait comme des failles, des preuves que nous étions incompatibles. J'ai réalisé, avec une lucidité douloureuse, que pendant que je pensais cultiver un jardin, il était en train de laisser les mauvaises herbes tout envahir, et pire, il les fertilisait. Il se nourrissait de mon ignorance, de ma confiance aveugle. Plus je lisais, plus je comprenais que je ne connaissais pas l'homme avec qui je partageais mon lit. J'avais épousé une projection, une façade. Il y avait une cruauté dans son écriture, une absence totale d'apathie qui me faisait douter de ma propre santé mentale. Comment avais-je pu vivre avec cet étranger si longtemps? Comment avais-je pu ne pas sentir cette haine sourde, ce dégoût qu'il avait pour ma présence? Parce que c'était bien de cela qu'il s'agissait, un dégoût patient, méticuleux. Soudain, j'ai entendu le bruit de la clé dans la serrure. Le son métallique a résonné dans tout l'appartement comme un coup de feu. Mon cœur a fait au bond dans ma poitrine, et je n'ai eu que quelques secondes pour réagir. J'étais là, à genoux dans son bureau, avec ce carnet ouvert sur les genoux, ce carnet qui contenait la fin de ma vie telle que je l'avais connue. J'ai senti la panique m'ôter, une ode de choc qui m'a paralysée. Je savais que si je refermais le carnet et que je le remettais à sa place, je ne serais plus jamais la même. Je vivrais dans le mensonge, dans l'attente de ce départ qu'il avait planifié. Mais si je la frottais, si je me levais et que je lui jetais cette vérité à la face ici, maintenant, il a refermé la porte d'entrée. Il a lancé ses clés dans la coupelle, comme il le faisait chaque soir. Le bruit du silence qui a suivi était plus lourd que tout ce que j'avais pu imaginer. Il marchait vers le salon, puis vers la cuisine. Il fredonnait un air léger et souciant. C'était la même mélodie qu'il sifflotait le jour où nous avions choisi la péture.
Ce contraste entre sa légèreté apparente et le venin que j'avais lu sur les pages du carnet était insupportable. Ma gorge s'est nouée. Je savais que la femme qui avait ouvert ce tiroir n'existait plus. Une autre femme était née à cet instant, une femme avec le cœur en cendres, mais avec une clairvoyance nouvelle. Il a appelé mon nom. Chérie, je suis rentrée. Sa voix était douce, calme, cette même voix qui m'avait bercée pendant 10 ans. J'ai regardé le carnet, puis la porte, puis mes mains qui tremblaient. J'avais le choix entre la sécurité de mensonges confortables et le chaos d'une vérité dévastatrice. J'ai expiré profondément, sentant l'odeur de la poussière et du papier, et j'ai su que je ne pouvais pas retourner en arrière. Mais je ne pouvais pas non plus sortir de cette pièce comme si de rien n'était. Il a répété mon nom, cette fois avec une légère pointe d'inquiétude. « Tu es là ?» Il approchait de la porte du bureau. Chaque pas résonnait sur le parquet comme un côte à rebours. J'ai caché le carnet contre ma poitrine, sentant le cuir froid contre ma peau. Mon esprit s'est mis à tourner à toute allure. Devais-je le coffroter immédiatement? Devais-je jouer la comédie une dernière fois, pour mieux préparer ma défense, pour mieux comprendre l'ampleur de la trahison? La tentation de le briser, de lui montrer que son petit jeu était fini, était presque irrésistible. La poignée de la porte a tourné. J'ai figé. J'ai senti le poids de mon propre regard, le poids de cette révélation. Il allait ouvrir la porte, me trouver là, dans son sanctuaire, avec la preuve irréfutable de sa duplicité. Et dans ce moment suspendu, avant que la porte ne s'ouvre, j'ai réalisé une chose fondamentale, il ne m'avait jamais aimé comme je l'avais cru. Il m'avait aimé pour la sécurité que je lui offrais, pour le confort que je lui assurais, mais jamais pour ce que j'étais vraiment. J'étais une fonction, un décor, une étape dans son cheminement personnel. La porte s'est ouverte. Il est apparu dans le cadre, son manteau encore sur les épaules, un léger sourire aux lèvres. Il s'est arrêté net en me voyant à genoux, entouré de ses dossiers, le carnet dissimulé sous mon impulf. Un éclair de quelque chose a traversé ses yeux. Ce n'était pas de la colère, c'était de la peur. Une peur panique, fugitive, avant qu'il ne reprenne son masque. Il m'a regardé, et dans ce regard, j'ai vu tout ce qui lui manquait, l'honnêteté, la loyauté, l'amour véritable. « Qu'est-ce que tu fais là ?» a-t-il demandé, sa voix manquant légèrement d'assurance. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai pris le temps de l'observer, de graver ce moment dans ma mémoire. C'était le début de la fête, ou le début de ma liberté. Je savais que tout allait changer, que notre vie commune venait de voler en éclats, non pas à cause d'une tierce personne, mais à cause de secrets, de Sepp, le petit journal intime qui avait tout révélé. Il a fait un pas vers moi, hésitant. Je pouvais sentir la tension dans l'air, une électricité statique qui menaçait de tout détruire. J'ai serré le carnet un peu plus fort, sentant ses angles rigides sous mes doigts. C'était mon arme, et en même temps mon propre poison. J'allais devoir décider dans la seconde qui suivait si j'allais lui laisser garder son masque ou si j'allais arracher le voile, quitte à ce que nous finissions tous les deux en ruine. Je l'ai regardé et pour la première fois en 10 ans, je n'ai ressenti aucune compassion, juste une froide, pure et tranchante vérité. Je cherchais quelque chose, Marc, ai-je dit, ma voix étant étonnamment stable, presque étrangère à mes oreilles. Je cherchais la vérité sur nous, et je crois que je l'ai trouvée. Il s'est figé, son sourire s'était comme une bougie sous une bourrasque, il a compris, il a vu dans mes yeux que le jeu était terminé, le silence qui a suivi était si dense qu'il semblait occuper tout l'espace de la pièce. Il ne disait rien, il ne bougeait pas. Il attendait de voir jusqu'où j'irais, jusqu'où mon courage me mènerait. Et moi, au milieu de ce bureau qui représentait tout ce que je n'avais pas vu, je savais que la partie la plus difficile ne faisait que commencer. Le carnet était là, brûlant, une bombe à retardement que j'avais déclenchée sans le vouloir, ou peut-être que je l'avais cherché inconsciemment depuis le début. Il a ouvert la bouche pour dire quelque chose, sans doute un mensonge de plus, une excuse, une diversion. Je l'ai coupé de regard. Je n'avais plus besoin de ces mots. Ils n'avaient plus aucune valeur. Tout ce qu'il dirait désormais serait été du poison que j'avais lu dans les pages de son journal. J'ai commencé à me lever, lentement sentant mes jambes trembler, mais ma détermination restait intacte. J'allais affronter ce moment, et j'allais le faire avec une dignité qu'il ne méritait pas, mais que je me devais à moi-même. Le drame ne faisait que commencer. Il était là devant moi, l'homme de ma vie, l'étranger dont je venais de percer le mystère. Et alors que je m'apprêtais à lui révéler l'étendue de ma découverte, une pensée m'a traversé l'esprit, une pensée si terrifiante qu'elle m'a glacé sur place. Si ce journal était le reflet de sa pensée, quelle était la profondeur de sa haine, et surtout, qu'est-ce qu'il était prêt à faire pour protéger ce secret? La suite allait être brutale. Je le sentais dans la façon dont il a commencé à scruter la pièce, cherchant ce que j'avais pu découvrir, calculant ses options, mais il était trop tard. La vérité était sortie de sa cachette, et il n'y avait plus aucun retour possible. J'ai pris une profonde expiration, j'ai redressé les épaules, et je me suis préparé à tout perdre pour enfin être libre.
La porte du bureau était ouverte sur le couloir, une issue vers le reste de l'appartement, vers le reste de ma vie. Je savais que si je sortais par cette porte, il n'y aurait plus jamais de nous, plus jamais de mensonges, plus jamais de doute. Il n'y aurait que moi, face au vide, face à l'inconnu. Mais avant de franchir ce pas, avant de lui cracher au visage la réalité de ses propres mots, je l'ai regardé une dernière fois. Il ne semblait plus être le même homme. Il était réduit à sa plus simple expression lâche, au traître qui avait passé des mois à écrire son propre divorce alors que je préparais nos projets d'avenir. Le dégoût a en fait pris le dessus sur la douleur. Il ne méritait pas mes larmes. Il ne méritait même pas ma colère. Il méritait seulement de savoir que j'avais vu et que c'était assez. Je lui ai tendu le carnet. Ses yeux ont parcouru la couverture noire et j'ai vu le sang refluer de son visage. La terreur, une terreur pure et enfantine, s'est installée dans ses traits. Il savait que le voile était déchiré. Il n'y avait plus rien à dire. J'ai déposé le carnet sur le bureau entre nous deux, comme une frontière infranchissable. Et je suis sorti de la pièce, laissant derrière moi l'homme que je pensais aimer, emportant avec moi la seule chose qui cotait désormais, ma propre vérité. Mais alors que je m'éloignais, j'ai entendu le bruit de tiroirs qui se referment violemment, et un silence si profond a envahi l'appartement que j'ai compris que ce n'était que le début de mon calvaire. Il ne me laisserait pas partir si facilement. Il avait trop à perdre. Et moi, j'avais tout à apprendre sur ce que signifie réellement survivre. Le silence qui a suivi le claquement du tiroir dans le bureau était un silence lourd, épais, chargé d'une électricité statique qui faisait vibrer les vitres de notre appartement. Je me suis figé dans le couloir, les mains moites, le souffle court. Chaque battement de mon cœur résonnait dans mes tempes comme un tambour de guerre. Je savais qu'il ne resterait pas immobile, prostré derrière cette porte. Marc n'était pas un homme de défaite, et encore moins un homme capable d'affronter sereinement la mise à nu de sa propre lâcheté. Il était un stratège, un architecte du mensonge, et mon irruption dans son sanctuaire venait de faire s'effondrer ses fondations. Je n'ai pas attendu. Je me suis précipité vers la cuisine, cherchant un verre d'eau, n'importe quoi pour calmer cette brûlure qui remontait de mon estomac jusque dans ma gorge. Mes mains tremblaient tellement que j'ai fait tomber une tasse sur le carrelage. Elle s'est fracassée en 1000 morceaux, un écho cinglant à la destruction de mon mode. Je n'ai même pas ramassé les débris, je suis resté là au milieu des éclats de faïence, à fixer la porte du bureau. Il sortait en fait, je l'ai entendu faire quelques pas dans le couloir puis s'arrêter, ses pas n'étaient pas hésitants, ils étaient calculateurs. Il est apparu dans l'encadrement de la porte de la cuisine, son visage était un masque de marbre, cette expression impassible qu'il arborait lors de ses réunions les plus tendues. Il ne criait pas, il ne s'excusait pas. Il me regardait avec une curiosité presque scientifique, comme s'il évaluait une avarie technique sur un chantier. Ce calme était bien plus terrifiant que n'importe quelle explosion de colère. C'est à ce moment précis, en croisant son regard vide, que j'ai compris la véritable nature de notre union. Il ne m'avait jamais vu comme une égale, mais comme une ressource à gérer, à optimiser puis finalement à évacuer. Tu as lu. A-t-il simplement demandé. Sa voix était basse, sans aucune aspérité. Le mot claqué dans l'air, dénué de toute émotion. Il ne demandait pas pardon, il ne niait pas. Il cherchait simplement à savoir si la réalité était désormais partagée. J'ai hoché la tête et capable de produire un son, le gorge noué par une rage si froide qu'elle me glaçait le sang. Il a fait un pas de plus vers moi, contournant les débris de la tasse. Chaque mouvement qu'il faisait semblait imprégné d'une lenteur calculée, une manière de dominer l'espace, de maintenir son contrôle sur une situation qui lui échappait pourtant. Il y a des choses qui ne sont pas faites pour être partagées, a-t-il ajouté en marquant une pause. C'était une façon de me dire que j'avais tort, que mon intrusion était la véritable faute, et non ses écrits, non ce mépris qu'il avait couché sur le papier pendant des mois. C'était l'inversion des rôles, la manipulation classique, celle dont j'avais lu les mécanismes dans des ouvrages de psychologie, mais que je ne pensais jamais voir appliqués à mon propre foyer. Je n'étais pas la victime d'une trahison, j'étais, selon lui, la coupable d'une violation de vie privée. La rage a fini par briser le barrage de mon silence. J'ai éclaté de rire nerveux, un son rauque qui m'a surprise moi-même. Tu parles de vie privée, Marc, après 10 ans, après chaque matin où tu as bu le café que je t'ai servi en pensant à quel point ma présence t'étouffait, tu parles de respect quand tu tenais une comptabilité de mes défauts comme si j'étais un dossier de travaux publics. Il n'a pas scié. Il a simplement croisé les bras, une posture de défense qu'il connaissait par cœur. Il n'allait pas se battre avec des mots, il allait se battre avec le silence, avec l'indifférence. J'ai compris alors qu'il n'y aurait aucune explication, aucune confrontation incassantique où il avouerait sa lassitude, où nous pourrions peut-être pleurer ensemble sur ce qui était mort. Il n'y avait rien à sauver parce qu'il n'y avait plus rien en lui. Il avait déjà fait le deuil de notre couple bien avant que je ne découvre ce journal. Il vivait dans une coquille vide, et je venais de donner un coup de pied dans cette carapace. Je suis passé à côté de lui, le frôlant presque.
L'odeur de son parfum, ce bois de cèdre que j'avais tant aimé, me donnait désormais la nausée, c'était l'odeur d'un imposteur. Je me suis dirigée vers la chambre, voulant m'enfermer, vouloir juste un espace où je n'avais pas à supporter la présence de cet homme, mais il m'a suivi. Je l'ai entendu derrière moi, c'est pas une whismave constant, il ne me laissait pas m'isoler, c'était une nouvelle forme de pression, je me suis retournée violemment dans le couloir. Pourquoi tu me suis? On n'a plus rien à se dire, Marc, tu as tout écrit, tout. Chaque fois que tu as fait semblant de m'écouter, chaque fois que tu as fait semblant de m'aimer, c'est tout là-dedans. C'est au testam, pas le mien. Il a marqué une pause, ses yeux cherchant quelque chose dans les miens, peut-être une faille, un signe que je pouvais encore être manipulée, que je pouvais être ramenée à la raison, à la soumission. Mais mon regard était différent. J'avais perdu cette lueur de dépendance affective qui, je le réalisais maintenant, l'avait nourrie pendant des années. J'étais devenue lucide, et la lucidité est une arme qui ne pardonne pas. Tu ne comprends pas l'ampleur de ce que tu as fait, a-t-il dit presque pour lui-même. Et là une nouvelle découverte a jailli, une pièce manquante d'une puzzle qui m'a glacé jusqu'aux os. Il ne parlait pas de notre mariage. Il parlait de ses dossiers, de ce qu'il cachait dans ce tiroir sous le journal. Il n'y avait pas que des pensées privées dans ce meuble. J'avais entrevu, en rangeant les dossiers pour accéder à la trappe, des noms, des documents bancaires, des références à des sociétés dont je n'avais jamais entendu parler, des noms d'associés qui ne travaillaient pas dans son cabinet. Mon Dieu, ce n'était pas seulement une affaire de cœur. C'était une affaire de survie pour lui. Ce carnet n'était pas juste un journal intime, c'était une assurance vie, un registre de ses manipulations, peut-être même de ses malversations. J'avais mis le doigt sur quelque chose qui dépassait largement notre simple rupture amoureuse. La peur que j'avais lue dans ses yeux n'était pas due à la découverte de son désamour, mais à la peur d'être exposée. Je l'ai regardé fixement. Mon esprit en état d'alerte a commencé à faire des liens que j'avais ignorés pendant des mois. Les voyages d'affaires à la dernière minute, l'argent qui manquait parfois, les appels chuchotés tard le soir, tout était lié. Il n'était pas seulement en train de me quitter, il était en train de fuir une vie qu'il avait construite sur des sables mouvants. Marc, dis-moi la vérité, ai-je murmuré, la voix tremblante mais déterminée. Ce carnet. Ce n'est pas seulement sur moi, n'est-ce pas? Il y a autre chose. Ces dossiers, cet argent, tu es dans quoi au juste? Il est devenu livide. La pâleur qui envahit son visage n'était plus celle d'un homme coupable d'infidélité morale, mais celle d'un homme acculé par une vérité juridique. Il a fait un pas vers moi, cette fois avec une intention différente, une menace sourde. Il a fermé la porte du couloir derrière lui. Le clic de la serrure a résonné dans tout mon corps. Il venait de s'enfermer avec moi, et le jeu avait changé de nature. Ce n'était plus une scène de ménage. C'était un face-à-face entre une femme qui n'avait plus rien à perdre et un homme qui avait tout à cacher. La panique a commencé à m'ôter, mais je l'ai contenue, je l'ai transformée en une froide détermination. Je ne savais pas ce que j'allais découvrir d'autre, mais j'étais certaine d'une chose, je n'étais plus la femme docile qui se contentait de refaire le mode autour d'une bouteille de vin, j'étais devenue son obstacle, et il allait tout faire pour m'écarter. Il s'est approché, me dominant de toute sa hauteur. Il était plus fort, il était plus grand, il était plus habitué à écraser ses adversaires, mais il ne connaissait pas ma force. Il ne savait pas ce que c'est que de se sentir trahi à un point tel que la peur de la mort devient dérisoire par rapport à la soif de justice. Donne-le-moi, a-t-il dit, sa main se tendant vers moi. Il pensait que j'avais gardé une page, ou que j'avais photographié le carnet avec mon téléphone. Je n'ai rien sur moi, Marc. Mais je sais maintenant où regarder, et tu ne peux pas m'arrêter. Tu as passé 10 ans à écrire ce que je valais, à me réduire à rien. Tu as oublié que pendant ces 10 ans, j'ai aussi appris à lire entre les lignes. J'ai appris à observer tes méthodes. J'ai appris à devenir ce que tu es, impitoyable quand il s'agit de protéger ma vérité. Il a esquissé un sourire mauvais, presque prédateur. C'est là que j'ai réalisé que l'homme que j'avais épousé n'avait jamais existé, que ce n'était que masque posé sur un vide abyssal. Il a levé la main non pas pour me frapper mais pour me faire signe de me taire. Tu crois que tu sais tout? Tu n'as aucune idée de la tempête que tu viens de déchaîner, a-t-il lancé d'une voix glaciale. Si tu crois que ce carnet est la fin de notre histoire, tu te trompes lourdement. Ce n'est que le prologue. À cet instant, la porte de l'entrée, celle de l'appartement, a retenti. 3 coups secs et périlleux qui ont brisé la tension entre nous. Marc a sursauté, un regard paniqué se tournant vers l'entrée puis vers moi. Ce n'était pas la police, je le savais. Ce n'était pas non plus le genre de visite que l'on attend un mardi soir. Le silence est revenu, mais cette fois-ci, il était interrompu par le son d'une voix, une voix étrangère, une voix qui appelait Marc par son nom. Il a blêmi. Il a reculé de pas, ses yeux balayant la pièce comme s'il cherchait une issue. J'ai réalisé que je n'étais pas la seule à savoir, que d'autres, plus dangereux que moi, étaient au courant de ces petits secrets. Il m'a regardé, une lueur de terreur pure dans les yeux, une terreur qui m'a fait comprendre que la trahison de notre couple n'était qu'une goutte d'eau dans l'océan de son mensonge.
Je suis resté immobile, le souffle suspendu. Il s'est tourné vers la porte d'entrée, puis vers moi, hésitant entre m'écarter ou répondre à cette visite. Le carnet était toujours dans le bureau, derrière cette porte fermée. Et ma vie, ma sécurité, mon identité, tout cela était en train de basculer dans une dimension que je ne contrôlais plus. Il a fait un pas vers l'entrée, puis s'est retourné une dernière fois vers moi, avec un regard qui ne m'était plus destiné, mais qui cherchait déjà un moyen de se sauver lui-même, peu importe ce qui m'arriverait. Je savais à cet instant précis que si cette porte s'ouvrait, ce serait le dernier moment où je serais en sécurité. Je savais que tout ce que j'avais construit, tout ce que j'avais cru être ma vie allait s'évaporer. J'étais au bord du précipice et il ne me restait qu'une seule chose à faire, choisir mon camp. Le sien, celui du mensonge et de la survie à n'importe quel prix, ou le mien, celui de la vérité brute, quitte à tout brûler. Les 3 coups ont retenti à nouveau, plus fort, plus insistant. Cette fois, je savais qui il cherchait. Et je savais que, pour la première fois de ma vie, je ne serais plus jamais celle qui attend que son mari rentre pour lui préparer la tisane. J'allais être celle qui, en découvrant la vérité, avait involontairement ouvert la boîte de Pandore. Et alors que Marc faisait un pas de plus vers la porte, je me suis préparée à affronter ce qui allait franchir le seuil, prête à tout, même à la destruction, pour en faire respirer un air qui ne soit pas vicié par son poison. J'ai posé ma main sur la poignée de la porte du couloir, prête à ouvrir et à découvrir, une fois pour toutes, ce qu'il cachait derrière ce masque de parfait architecte. Ce qui allait arriver dans la seconde suivante allait changer le cours de mon existence pour toujours, et je n'avais plus peur, j'étais prête. La seconde qui a suivi a été une éternité suspendue dans le vide. Marc, le visage défait, a hésité. Il a porté sa main à la poignée de la porte d'entrée, puis il a marqué un temps d'arrêt, ses doigts crispés sur le métal froid. C'était le geste d'un homme qui sait que derrière ce bois se tient la faim de tout ce qu'il a bâti sur le mensonge. Moi, je ne bougeais pas. Je restais ancré dans ce couloir, les pieds lourds, le cœur battant dans un silence assourdissant. J'avais en fait compris. Ce n'était plus une question de couple, plus une question de trahison amoureuse. C'était l'effondrement de système. Il s'est tourné vers moi une ultime fois. Ses yeux cherchaient chez moi non pas une complice, mais une alliée de circonstance, quelque pour partager le poids du naufrage. Il a ouvert la bouche pour murmurer quelque chose, peut-être une excuse, peut-être une menace, mais aucun s'en est sorti. Il était devenu une ombre. À cet instant, je n'ai ressenti aucune compassion pour lui. J'ai ressenti un dégoût immense, une nausée qui m'a fait reculer de pas, comme si sa seule proximité physique était une souillure. La porte a été enfoncée sans sommation. Le choc a fait trembler les cloisons de notre appartement. 2 hommes sont entrés. Ils n'avaient rien de particulier, pas de cagoule, pas d'armes exhibées, juste des regards gris et des imperméables sobres, le genre d'anonymat qui glace le sang. Ils ne m'ont même pas regardé. Ils étaient là pour Marc. Ils connaissaient chaque recoin de ce bureau, chaque tiroir, chaque secret couché sur papier. Le deux a simplement croisé mon regard une fraction de seconde, un regard dénué de toute émotion, avant de se diriger vers Marc qui, lui, s'était affaissé, toute sa superbe s'évaporant dans le courant d'air froid qui s'engouffrait par la porte ouverte. Je suis resté dans le couloir, témoin silencieux de la faim de l'architecte. Ils n'ont pas eu besoin de parler. Ils ont fouillé, ils ont récupéré ce journal, ces dossiers, ces preuves de sa vie parallèle, de ses malversations. J'ai vu Marc se faire emmener, non pas menotté mais encadrer une marche forcée vers une sortie dont il ne reviendrait pas un homme libre. Il ne m'a pas jeté un dernier regard. Il était déjà ailleurs, en train de calculer sa propre défense, de peser ses chances de trahir encore tout le mode pour sauver sa peau. Quand ils sont partis, le silence est revenu dans l'appartement, mais c'était un silence différent, un silence purifié par la violence de la réalité. J'ai marché jusqu'au bureau. La porte était ouverte, la pièce en désordre, les dossiers éparpillés, la vie de Marc mise à nu. Je me suis assise sur la chaise en cuir, celle où il passait ses nuits à m'écrire de la méfiance, à comptabiliser mes failles. J'ai pris une grande expiration, goûtant à cet air qui, pour la première fois depuis des années, ne sentait plus au parfum de cèdre étouffant. J'ai regardé autour de moi. Tout ce que je possédais, tout ce luxe, cette décoration choisie avec soin, ces objets que nous avions achetés ensemble, tout cela me paraissait soudain étranger. C'était le décor d'une pièce de théâtre où j'avais joué un rôle de composition pendant une décennie. Je me suis levée, je suis allée dans la chambre et j'ai commencé à remplir un sac. Pas de vêtements de luxe, pas de souvenirs inutiles, juste le nécessaire. Je ne fuyais pas, je partais. La différence est fondamentale. On fuit quand on est une proie, on part quand on est en fait le maître de son destin. J'ai traversé le salon une dernière fois. J'ai regardé les murs, les photos de nos voyages, ces sourires capturés par l'objectif qui ne disait rien du vide que je ressentais alors. Je les ai laissés là. Ce n'était plus mon histoire. C'était une fiction que quelqu'un d'autre pourrait peut-être habiter, mais pas moi. Je n'appartenais plus à cet appartement, à ce nom, à ce fantôme que j'avais épousé. Je suis sortie sur le palier.
j'ai fermé la porte à clé. J'ai laissé le trousseau sur le paillasson. Un dernier geste de rupture totale. Dans l'ascenseur, je n'ai pas pleuré, je me suis regardée dans le miroir. Mon visage était le même, mais mes yeux, eux, avaient changé. Ils étaient calmes, lucides, débarrassés de cette brume de soumission qui m'avait aveuglée. J'étais seule, au milieu d'une ville immense qui ne savait rien de mon effondrement, et pour la première fois de ma vie, je me sentais vivante. Je suis descendue dans la rue. L'air du soir était frais, vif, presque agressif contre ma peau, mais c'était un air réel. J'ai marché sans but précis au début puis vers le métro. Les gens autour de moi couraient pressés, enchaînés à leur propre routine, leurs propres secrets. Je ne les enviais plus, je ne les jugeais plus. Je traversais la foule comme un spectre qui vient de retrouver sa substance. Je ne savais pas où j'allais dormir, ni ce que je ferais le lendemain. J'avais tout perdu, mon mari, mon foyer, la sécurité financière, le confort de quotidien balisé. J'avais tout perdu et pourtant je n'avais jamais été aussi riche. Je possédais en fait ma propre vérité, plus de mensonges, plus de cotes à rendre, plus de rôles à jouer. J'étais devenue dans ce chaos la seule femme que j'avais toujours eu peur de devenir libre. Je me suis arrêtée devant une vitrine, là où les lumières de la ville se reflétaient. J'ai pris une profonde expiration. C'était une sensation étrange, peu douloureuse, comme si mes poumons se déployaient pour la première fois. La peur, qui m'avait tenaillée ces dernières heures, s'était dissoute pour laisser place à une clarté glaciale. J'avais survécu. Il n'y avait pas de morale, pas de leçon, pas de grand discours. Il y avait juste moi, sur le trottoir, prête à voter demain. Je n'ai pas regardé en arrière. Il n'y avait plus rien à voir, plus rien à sauver. Marc n'était qu'une parenthèse, une erreur de calcul dans une vie que je commençais à peine à écrire. J'ai tourné le coin de la rue et mes pas, légers sur le bitume, ont commencé à marquer le rythme de ma nouvelle existence. C'était la fête de l'hiver intérieur. Le froid persistait, mais il n'était plus au danger, il faisait partie de moi, il était la preuve que j'étais réelle. Je marchais encore et encore, laissant derrière moi les décombres de ce qui n'avait jamais été un foyer, sans regret, sans nostalgie, avec la force tranquille de celle qui sait qu'elle peut tout reconstruire sur les cendres. La nuit était profonde, étoilée au-dessus des immeubles haussmanniais, et pour la première fois, j'ai levé les yeux vers le ciel, non plus pour y chercher un signe, mais simplement pour regarder l'infini, sachant en fait que ma place était ici, sur terre, debout en fait et pour toujours seule.